Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. Away we go, can you tell it? I'd like to see the ending that I see. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed into her Greenland if I have to. I like your lips and I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up an eye. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up an eye. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Don't you ever get down on your knees? Revolution when you need it. Don't you ever get down on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up an Oh non, je m'en m'a dit. revolution right here, right now. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. Away we go, can you tell it? I'd like to see the ending that I see.
wow, désolé, hein. Un peu de retard, mais j'allais pas commencer sans café, donc voilà, j'ai fait mon café. Je suis prêt pour cette formidable revue que vous adorez, la revue de presse du monde moderne, tous les matins, ou presque à 9h, ou presque. N'hésitez pas, bien sûr, dès maintenant, à nous suivre sur Twitch, à vous abonner, à partager le lien de ce stream sur tous vos réseaux sociaux. C'est ce que réseaux sociaux, je suis réveillé. Réseaux sociaux, c'est ce que je faisais à l'instant avant de vous rejoindre. Salut Trotsky. C'est un chouette pseudo, Trotsky. Trotsky, tu le squisquis. Merci d'être là. Je vois que c'est devenu addictif pour certains d'entre vous. Attention, hein, attention quand même. Hein, il faut consommer avec modération. Ça fait du bien sûr, de commencer la journée en se disant qu'on n'est pas seul dans ce monde de fous, qu'on peut s'entendre, qu'on peut se retrouver, qu'on peut même en rire tellement c'est ridicule. Là, on a touché le fond. Eh ben non. C'est toujours plus loin, on va creuser. Ce matin, vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. J'ai partagé, pour faire le teasing sur les réseaux de cette revue de presse, une photo qui a retenu toute mon attention. C'est quand même une photo assez dingue, vous allez voir. C'est la photo... non, ça c'est... Non. Bah non plus. Bah alors... Ah, c'est la photo, regardez, de ces winners incroyables. Photo du jour dans Les Échos. Alors, ce qui est drôle, hein, c'est quand même que Les Échos, c'est la propriété. Vous voyez la photo là, regardez. Oh, mais c'est incroyable. Les Échos, c'est le journal de Bernard Arnault. Oh bah alors, incroyable. Et qui est sur la photo? Bernard Arnault. Et qu'est-ce que c'est qu'ils tiennent dans la main? Un prix. Le prix des Échos du meilleur entrepreneur, je ne sais pas quel prix à la mort moelleux. Et alors, à qui ils le remettent? En présence du ministre de l'économie, hein, parce que le vrai président de la France, en fait, c'est pas Macron, hein, c'est Bernard Arnault que vous voyez sur la photo, c'est LVMH, hein, c'est lui le patron du pays, que vous le vouliez ou non, hein, c'est comme ça. Et donc, il remet un prix à la patronne de la Française des Jeux, qui est patronne, qui a été reconduite par Macron en 2019. Pourquoi? Parce que cette énarque a été formidable pour organiser la privatisation de la Française des Jeux. Alors restez, parce qu'il n'y a pas qu'elle qui est formidable, vous allez voir, ils sont tous formidables, c'est un monde merveilleux où ils se refilent des petits prix, un peu comme, vous savez, von der Leyen qui remettait sa boule à neige au patron de Pfizer, et vous allez voir l'autre, c'est le patron de Moderna sur la photo, tellement c'est rigolo. Donc c'était Stéphane Palaise, qui est la patronne de la Française des Jeux. Son mari est un cadre de Airbus. Elle a une carrière incroyable dans la privatisation. Hein. Elle a été donc à la tête de les participations de l'État en 98. Donc elle était responsable en fait des secteurs transport, énergie, haute technologie, banque, assurance pour piloter la privatisation d'Air France, de Thomson ou du GAN. Et là, elle a privatisé la Française des Jeux. Donc ils se font encore plus de thunes avec les jeux. Hein. Là aussi, c'est addictif les jeux. C'est la meilleure façon de choper de la thune aux pauvres, à leur faire croire qu'ils vont gagner beaucoup. Et donc, voilà, elle a un prix parce qu'elle est géniale, c'est super ce qu'elle fait. Il y a la femme aussi de Gilles Legendre, hein, qui est au poste de direction communication, qui palpe un beau salaire à la Française des Jeux. Gilles Legendre, hein, vous vous rappelez, c'était un super macroniste qu'on a exfiltré tellement il disait de conneries à la minute. Et puis, l'autre, sur la photo avec Bernard Arnault et le ministre de l'économie, c'est le patron de Moderna, Stéphane Bancel. Alors, il est incroyable, lui. Donc, puisque Bernard Arnault, non seulement il est patron des Échos, non seulement il remet le prix des Échos au patron de Moderna en présence du ministre de l'économie, mais via sa financière familiale du nom de Agache, il est aussi actionnaire, un des actionnaires depuis 2015 du laboratoire Moderna. Donc il se fait un cadeau à lui-même en disant c'est génial. Moderna, rappelons-le, qui est maintenant déconseillé aux moins de 30 ans dans plusieurs pays, mais c'est pas grave, c'est génial. Oui, c'était le trop intelligent, trop subtil. Et donc voilà, c'est cette photo qui résume à elle seule le foutage de gueule permanent, la façon dont on nous parle, la façon dont chaque matin nous traitons la presse des oligarques milliardaires et qui s'organisent maintenant pour se faire de l'autopromo de manière éhontée, hein, en étant tout à fait content avec le vrai président de la France, hein, Bernard Arnault, qui essaye d'être réélu pour 5 ans de plus face à un autre qui aimerait bien être président, c'est Bolloré, hein, Vivendi. Qui lui pousse un peu du côté de l'extrême droite en disant c'est rigolo l'extrême droite, hein. il y a des voix, on peut y aller. Quel monde de merde, les amis. C'est le monde moderne, c'est la revue de presse du monde moderne. Merci d'être là, merci d'être de plus en plus nombreux chaque matin. N'hésitez pas à partager bien sûr le stream, à vous abonner dès à présent via Prime ou autre chose, ou bien à hurler sur votre balcon, à hurler à la face du monde combien la vie est belle, parce que vous êtes là en direct avec moi pour 1 heure ou presque de revue de presse, ronron inclus.
puisque là, il y a Maggie, que vous voyez pas, elle est hors champ, mais elle est calme pour une fois. Elle a trouvé sa place. Elle a trouvé sa place. Voilà. Alors, ben oui, j'en ai marre, mais bon, on est obligé de parler un peu Covid. Troisième dose. Les 50-64 ans peuvent déjà réserver. Hein. Bon, pour les 30 ans et plus, il va falloir attendre janvier, mais vous inquiétez pas, vous l'aurez aussi. Alors là, il t'explique. Donc, c'est dans Le Parisien. Propriété de Nanar aussi. Donc là, il t'explique dans Le Parisien que... Alors, hop, je jongle, hein, excusez-moi. Ça cache Paris, dans Le Parisien aussi, Hidalgo. Hier, vous avez vu le canal de l'Ourcq, je crois, ou je sais plus, le canal Saint-Martin a débordé suite à une panne d'écluse. Hein. Il n'y avait aucune pluie, rien du tout, mais tu avais de l'eau partout dans les rues. Bon, c'est pas la faute à Hidalgo, mais bon, ça commence à faire beaucoup de... Paris, c'est quand même pas... C'est pas super. Alors, il y a des questions importantes dans cet article. Hein. Alors, par exemple, est-il nécessaire, si on a eu le Covid depuis sa deuxième dose, de refaire la troisième dose ? Cas de figure, hein. Bon, alors, parce que donc le vaccin n'empêche pas d'avoir le Covid. Donc, tu as tes 2 doses, tu as le Covid, tu es allé à l'hôpital, tu es ressorti de l'hôpital parce que tu as fait une forme moins grave. Et donc, est-ce qu'il faut faire une troisième dose ? Alors, à l'instar du schéma vaccinal complet, une infection vaut-elle piqûre de rappel ? Ah oui, puisque le vaccin ne te protège pas de l'infection, hein, il faut le rappeler. Hein, c'est quand même un truc dingue. Donc, ils veulent tous nous vacciner parce que ça fait des formes moins graves, mais tu finis quand même à l'hosto, un peu, certains. Mais bon, ils te disent, non, mais attendez. Donc là, la question qui se pose, c'est, après tes 2 piqûres, si tu as le Covid, est-ce qu'il te faut une troisième piqûre ? Moi, je veux bien. Hein. J'ai pas de part dans Pfizer ou Moderna, mais bon, les gars, Hey, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Alors ils se disent, bon, la réponse n'a rien d'évident. Ah bon ? Ah bon ? J'aurais dit non, moi j'aurais dit, c'est quoi ces conneries, on arrête, non ? Non, c'est pas évident. Alors il y a une étude en cours, hein, pour ceux qui ont un antécédent de Covid-19, voilà, c'est à la Haute Autorité de Santé qu'on est en train de réfléchir, qui n'a pas encore tranché. Dans ce cas, il n'y a pas urgence. Hein. Voilà, ça c'est le répond le docteur Leicher qui nous dit ça. Il faut attendre 2 mois après sa guérison. Hein. Ça semble être la bonne option. Refaire une piqûre après ces 2 piqûres parce qu'on a eu le Covid, vaut mieux attendre 2 mois. voilà le degré de what the fuck, les amis, où on en est. C'est que les mecs réfléchissent à la 3e piqûre après le Covid, après tes 2 piqûres, à savoir s'il faut la faire ou pas. Eh ben putain. Eh ben si on m'avait raconté ça un jour. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis pour la liberté vaccinale. J'ai pas envie qu'on emmerde les uns ou les autres parce qu'ils veulent prendre un truc ou pas, tu vois. C'est comme la bière au comptoir, le petit café le matin, la colombelle, tout ça, c'est chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Et après, parce qu'après, il va y avoir la question de la 4e dose, puis de la 5e dose. Alors là, quand même, tu sens que les pro-vax, les no-fake-med et tout, ils commencent à être un peu gênés, à dire, non, mais... Ouais, mais non, mais ça protège des formes graves. Mais alors pourquoi il y a autant de vaccinés à l'hôpital ? Non, pas autant, parce que en fait, c'est le paradoxe de Simpson. Ah, d'accord. Et c'est le paradoxe de South Park aussi. C'est plus tu racontes des conneries, plus tu... Non, mais bon, bref. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite parenthèse. Donc, si vous avez 50 ans ou plus, vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour faire votre 3e piqûre. Si vous avez eu le Covid après la 2e piqûre, vous pouvez attendre 2 mois. Hein. Il n'y a pas d'urgence, vous inquiétez pas, vous aurez votre dose. Apparemment, ça rend accro. Donc, voilà, ne vous en faites pas. Tout ira bien. Hein. Tout ira bien. Par contre, arrêtez de faire chier ceux qui sont pas qu'à la première dose ou pas. Hein, voilà, on va se calmer. Oh merde. Oh merde. Jean-Michel Blanquer, désolé. Interview de Jean-Michel Blanquer dans Le Parisien. Je suis obligé d'en parler. C'est la revue de presse, donc on est là pour décortiquer la presse pour eux. Alors, j'ai un truc à dire. Voilà, chez La République En Marche, il faut qu'ils arrêtent la barbe. C'est un truc sérieux, la barbe. Voilà, tu fais pas des trucs comme ça n'importe comment. Là, Jean-Michel Blanquer, il sait pas comment la poser. Il sort de l'été, il a un petit machin. T'as l'autre, là, le maire du Havre, il a les moitiés blanches, moitié... Non, c'est pas possible. Non, t'es Castaner, c'est le truc un peu mal rasé, un peu foireux, un peu sale. Non, soit vous le faites sérieusement, soit vous arrêtez. Hein, ça vous va mieux d'ailleurs d'être plutôt imberbe avec des costards étriqués comme ça, c'est plus corporate. Hein. Voilà, on va laisser la barbe aux grands et puis on va arrêter. Non, parce que franchement, il a mis des lentilles en plus. Il a enlevé ses lunettes. Tu vois, il se fait pousser la barbe, le vieux sage, tu vois, le vieux sage du ministère de l'éducation. Bordel.
Blanquer est un haut fonctionnaire de moyenne envergure, carriériste, qui est arrivé au plus haut de sa carrière. Et voilà ce qu'il nous raconte dans son interview. Alors, non, je pense pas qu'ils sont sous antidépresseurs. Ils sont très heureux d'être là où ils sont. C'est le but d'une vie, hein, d'arriver ministre, de finir à un poste de pouvoir. Donc ils nagent dans le bonheur, ces gens-là, hein. Et puis si en plus ils peuvent faire chier les autres, alors là, c'est cerise sur le gâteau. Euh, La fabrique des crétins, c'est l'école, hein, ouais, pour certains. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Michel ? Ah, il nous dit exclusif. Le ministre de l'Éducation nous dévoile les résultats des évaluations menées auprès des CP, CE1 et 6e. Bonne nouvelle, hein. La chute constatée il y a un an, puisqu'ils avaient fermé l'école, a été compensée. Alors, il parle d'enfants, hein, il parle de compensation. On est dans la banque assurance, hein. Même quand tu parles d'humain, tu compenses, tu désactives, tu traverses la rue. Enfin, il me fatigue. Vous savez, c'est très fatigant de faire ce travail pour vous quotidiennement. Alors je sais, hein, vous y prenez un malin plaisir, mais honnêtement, c'est quand même une tristesse. Salut les gens. Alors ce que je vais vous demander, hein, puisque je vais lire l'interview de Machin Blanquer, Jean-Michel, Jean-Christophe, Jean-Michel Blanquer, Jean-Michel, Jean-Mimi, Jean-Michel le mytho. C'est de vous abonner si vous pouvez le faire, hein, d'envoyer du love à la communauté, d'envoyer des abonnements, de prendre du Prime, de partager le lien bien sûr de ce stream si vous voulez le faire, parce que c'est difficile. Je vais rentrer là dans des terra incognita, hein, la lecture de l'interview de Jean-Michel Blanquer. Le matin comme ça, putain. C'est la deuxième fois puisque je l'ai lu pour vous avant, hein. C'est vous dire le... Alors, le niveau. Selon les résultats des évaluations nationales que vous nous dévoilez, sauf exception, les élèves ont retrouvé le niveau de 2019. À quoi est-ce dû ? Ils ont retrouvé le niveau de 2019, qui n'était pas non plus top, hein, mais ils ont retrouvé déjà. Donc, il dit, il y a plusieurs facteurs principaux. D'abord, avoir su garder les écoles ouvertes. Alors, école ouverte, c'est son terme, hein. Il le rabâche, il le répète, c'est vraiment Blanquer, école ouverte, hein. C'est le nom de son livre, il en a vendu 3, c'est le nom de son slogan, voilà, chaque larème peut être identifiable à un slogan, hein. C'est la réalité dans les hôpitaux, ministre de la Santé, école ouverte, Blanquer, vous aviez Muriel Pénicaud, Sibeth, je sais pas mettre les masques, Manu, nous sommes en guerre, Manu, oh c'est Manu, salut, c'est Emmanuel Macron, ça va ? T'as changé ta voix toi, non ? Oh non, j'ai une petite grippe, non, ça va toi ? Non, t'as changé ta voix. Non, je te jure, j'ai une rhinopharyngite, je crois, c'est ce que m'a dit le médecin. Non, arrête Manu, t'as changé ta voix, c'est ridicule. C'est pas ridicule, c'est... Écoute, non, j'ai une rhinopharyngite, et puis c'est ce que m'a dit de dire Brigitte, merde, parce que ça fait plus président. C'est terrible, hein, terrible. Le moment qu'on vit est quand même... Waouh, tu voulais l'écrire ? Tu n'aurais pas eu autant d'imagination. Alors... Moi aussi, je vais changer ma voix. Il y a un approfondissement des politiques pédagogiques. Alors après, il t'explique, hein, le plan mathématique, voilà, il y avait des guides, hein, pour les profs, tout vient du ministère, hein, c'est lui qui fait un boulot de fou. Des évaluations, voilà. La différence de niveau entre quartiers en difficulté est préoccupante. Est-ce que c'est insoluble ? Ce n'est pas insoluble, hein. Le résultat de ces évaluations le prouve. Il y a des écarts qui persistent, se réduisent, sauf exception. Mieux, à certains endroits, des écarts ont disparu. Par exemple, l'école Philippe de Girard, dans le 18e arrondissement de Paris, classée REP, où les CE1 obtiennent en français des résultats supérieurs à la moyenne académique. Bravo à eux. Bravo les CE1 de l'école Philippe de Girard, on vous salue, félicitations. Puis il parle. Alors, comment lutter contre l'effet vacances ? Alors, l'effet vacances, c'est que pendant les vacances, tu as un décrochage des élèves les plus pauvres, qui ont moins de capital culturel, social, etc. Donc, l'école les aide plus. Et il y a une reprise de l'épidémie après les vacances, parce qu'on ne se contamine pas à l'école, mais après. Donc, comme on ne se contamine pas à l'école, il faut que les enfants aient le masque toute la journée. C'est le principe. Alors, grâce à nos dispositifs de soutien scolaire pendant des congés, stages de réussite, vacances et école apprenante, colo apprenante, putain, 1 million d'enfants y ont participé. L'objectif est d'y inciter très fortement. Et puis, nous allons distribuer un jeu de cartes expérimental à 60 000 élèves de CP pour exploiter le temps passé hors de l'école et inciter à une activité éducative avec les parents. 60 000 jeux de cartes. Ça, c'est de la réforme Blanquer. Ça, on est là on va sauver l'école de la République. Tiens, là, un jeu de cartes pour les vacances.
C'est beau. Merci, monsieur le ministre. Alors, il faut donner à tous les élèves la possibilité d'apprendre et se cultiver pendant les vacances. Conçu par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, il contient 8 jeux différents visant à renforcer les compétences, notamment en maths. Il sera présenté en classe et pourra être utilisé à la maison. Voilà, ça s'appelle le Uno. Ah, et le Milborn. D'accord, super. Bon, très bien. Merci, monsieur le ministre. Le Blanquero, c'est un jeu. Attention, un barbu te poursuit et essaye de te mettre un masque. Attention, le carré républicain veut t'écarteler. Ça, c'est le carré, j'en parlais dans le duel des éditos. Alors, on pensait que les Macs étaient le point faible, mais en fait, non. Bon, ça va. Il dit non, c'est bien. Et puis, le masque est de retour. Ah oui, c'est vrai. Est-ce suffisant pour protéger l'école ? Craignez-vous un retour de l'enseignement à distance ? On ne baisse pas la garde. Mais notre boussole reste l'école ouverte, qui a fait ses preuves au regard des résultats des évaluations nationales dans des conditions sanitaires bien plus difficiles l'an dernier. Aujourd'hui, le haut niveau de vaccination change la donne. Et j'estime que notre protocole sanitaire à 4 niveaux permet d'affronter la réalité épidémique, même si, je le répète, le milieu scolaire n'est pas un milieu spécifiquement contaminant. Ah ouais, on ne se contamine pas à l'école, puisqu'on a le masque tout le temps. C'est bien. Pour le harcèlement, pas grand-chose. Il va sans doute... alors, il a dit, le numéro vert, voilà. Il y en a 2, le 30-20 et le 30-18. Voilà. Alors, il y a une baisse de signalement de 5,6%. C'est qu'on réussit à endiguer. Voilà. Mais maintenant, il y a le cyberharcèlement. Il va falloir travailler avec les plateformes. Voilà. Ça, c'est du boulot. Eh ben... c'était dans le Parisien, voilà, désolé, interview de Blanquer, on est obligé de passer par là, je sais, certains me disent non mais pourquoi, est-ce que, ouais, merci Tacrodi pour l'abonnement, merci Gapos de nous suivre, Cripistian, pardon. Aussi, n'hésitez pas à faire comme eux, c'est le moment ou jamais. Allez, on enlève le vilain barbu qui est ministre de l'Éducation, on passe à Libération qui nous parle. Je ne sais pas si vous avez vu hier ce film Enfant de personne de Lies Loufoque qui raconte en fait sa vie terrible d'enfant placé. Il avait une famille d'accueil, et puis à 4 ans, on l'arrache de sa famille d'accueil. Sa mère était donc psychotique, en HP, en disant qu'il devait rester près de sa mère au cas où il pourrait reprendre ses esprits. Et puis, c'est un parcours du combattant de la maltraitance, douche froide, maltraitance, viol en institution, alors que sa famille adoptive voulait le garder et l'emmener dans le sud de la France avec leurs enfants. Eh bien non, l'assistance publique a décidé d'en faire un martyr. Il y en a beaucoup comme ça. Le scandale des mineurs incasables, comme on les appelle, l'aide sociale à l'enfance, c'est un scandale. Donc, je vous invite à regarder le film et suivre le compte de Lies sur Twitter qui explique qu'il se bat pour que cette aide sociale arrête d'être une aide maltraitante. Alors après, dans une société de la maltraitance, c'est normal, on nous maltraite dès le plus jeune âge. Il ne faut pas non plus bien s'occuper des humains, on n'est pas là pour ça. Il faut faire de la thune, bordel. Donc voilà, dans Libération, ce dossier, un dossier aussi sur les livraisons express que j'ai pas relevé parce que ça m'emmerde. Alors c'est pire encore que des Deliveroo, c'est des livraisons à 10 minutes. C'est vraiment des trucs dégueulasses. Et là, il t'explique en fait comment de nombreux jeunes, cas complexes, échouent à l'hôtel. Alors c'est un hôtel sous surveillance, ils sont enfermés dans leur chambre avec des barreaux aux fenêtres, comme une prison, déscolarisés. Ils se retrouvent toute la journée à ne plus rien faire. Les avocats ou les gens qui s'occupent de ces personnes disent que c'est inhumain, qu'on prépare des fous. Depuis la dernière fugue, les éducateurs, par exemple, il y a le cas d'un enfant qui est là. Je mange des cibles, je marche tout le temps la nuit parce que dormir ça fait peur. Depuis sa dernière fugue, les éducateurs doivent l'enfermer à clé. Les fenêtres sont condamnées. Mais je ne vais pas souffrir en silence. Ces enfants-là sont dans un mal-être qu'ils ne supportent plus le collectif. Il faut inventer autre chose, sinon ils deviennent violents envers eux-mêmes et envers les autres. Ils sont dans un processus d'échappement permanent. On les envoie à l'hôtel alors que ce n'est pas une solution viable. Voilà un peu le scandale. Il n'y a pas de chiffres. Une fois écartés, les incasables deviennent vite les invisibles. Thieffen a 21 ans, a été placé dès l'âge de 4 ans. Il est persuadé qu'une fois qu'ils sont déscolarisés, rien n'est fait pour les aider. Lui n'a plus posé son cartable en cours depuis ses 13 ans. Il a été placé à l'hôtel de ses 16 ans à sa majorité.
Quand tu es trop envahissant, que tu as trop conscience des dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, ils te mettent à l'écart. Ils ont tout fait pour me pourrir la vie. Il a été envoyé d'un établissement à l'autre. Dans le premier à Pantin, des races baladaient dans les chambres. Les parcours des incassables ressemblent et ils se font tous écho. Gardiennage, l'impression d'être un numéro, d'être une valise. On est baladé d'un lieu à un autre. Les enfants que nous avons rencontrés ne se connaissent pas, mais utilisent tous les mêmes mots. Donc c'est un système. C'est un système de la maltraitance institutionnelle. Et ça ne change rien, évidemment. C'est une solution d'urgence et il n'y a pas eu de réflexion par rapport à ça. Alors il y a des associations de bénévoles qui bricolent une structure comme le RETI, créée en 2006 en Savoie, qui tente de prendre en charge les mineurs en difficulté, puisque l'État n'y arrive pas, il ne sait pas quoi en faire. Et puis savoir d'où vient l'argent pour aider ces jeunes-là qui sont totalement loin de la société, qu'on veut mettre loin aussi parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Alors le ministre a travaillé à fond sur les travers à la française. Le principal problème, c'est une affaire de cases et de tuyaux. Ah ouais, c'est sympa. Encore une fois, on parle d'humains comme si c'était des choses. Ces jeunes sont entre deux cases et donc deux porte-monnaies. D'un côté, l'éducatif, la protection de l'enfance, du ressort des départements. De l'autre, les troubles psychiatriques relevant de la santé et donc compétences de l'État. Le cabinet d'Adrien Taquet a imaginé une solution au no-abscon, la contractualisation et un budget de 600 millions. Le but, raccorder les tuyaux de financement. Les tuyaux aux cases. On raccorde les tuyaux aux cases. Ça, c'est très macroniste, avec 600 millions. Je ne sais pas comment, mais c'est pas grave. Pour le moment, c'est un doux rêve. Voilà, puisqu'il n'y a pas de structure adaptée créée. L'éducatrice spécialisée Pascale Guignec, qui est syndicaliste CGT, rappelle cette donnée qui ressort de toutes les enquêtes de terrain. 36% des jeunes adultes sans abri sont des anciens enfants de l'aide sociale à l'enfance. 36% des SDF viennent de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Bon, c'est quand même assez dingue. Donc regardez, si vous ne l'avez pas fait, ce film Enfant de personne, qui révèle l'ampleur du scandale de ces enfants placés. Alors, je suis désolé, on parle encore du Covid, mais il faut. Là, c'est dans, je crois que, alors c'est plus Libé, je crois qu'on est passé au Figaro. Merci Agathe de Power, 7 mois d'abonnement, ça mérite un salut fraternel et une reconnaissance éternelle également. J'en fais trop, mais bon, non, mais si, vraiment, parce que c'est grâce à vous. Ah oui, gros dossier dans le Figaro, c'est ça. Pourquoi ça repart ? Qu'est-ce qui se passe l'Europe ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va pas l'Europe ? Tu es toute vaccinée et le Covid repart, qu'est-ce qui se passe va pas ? Mais c'est parce qu'ils sont pas vaccinés, alors ça repart. Alors oui et non. Alors bon, les pays les plus vaccinés résistent mieux, nous dit-on. Oui, mais en même temps, tu regardes la courbe de mortalité des pays non vaccinés, elle baisse. Regardez l'Autriche, la Russie, la courbe rouge, c'est la courbe des nombres de décès Covid. Elle diminue alors que les cas augmentent. Donc il y a une décorrélation cas-décès, même s'il n'y a pas de vaccination. Et dans les pays vaccinés, on voit que les cas repartent à peu près. Alors c'est moins, nous dit-on, mais les décès restent stables. Ils ne baissent pas. Donc le vaccin est censé protéger des formes graves, mais les décès ne baissent pas. Bon, alors il n'y a pas beaucoup de décès en même temps. Voilà. C'est-à-dire qu'on est sur du 0,9, 0,5 en France. On est sur quand même 8,15 en Russie, 3,22. Donc il y a évidemment une marge à faire. Mais ça baisse quand même avant même des campagnes vaccinales de grande ampleur. Donc on ne sait plus quoi faire. D'ailleurs, vous avez quand même Antoine Flao, qui est professeur de santé, qui nous dit gentiment, un taux élevé de vaccination ne suffira pas à prémunir les hôpitaux de la saturation due à une 5e vague hivernale. Bon, alors, une fois qu'on sait tout ça, qu'on a lu, qu'on a dit d'accord, est-ce qu'on peut arrêter le pass sanitaire ? Est-ce qu'on peut arrêter d'emmerder les 3 doses, les 2 doses, les 0 doses, les machins, de monter les uns contre les autres, parce que ça va mal finir ? À la fin, les mecs, les gens ont peur les uns des autres, ils se surveillent les uns les autres, ça y est, on est déjà dans une société de la vigilance.
On est déjà dans ce qui était la paranoïa des systèmes totalitaires, où tu avais, tu sais, le concierge en bas qui vérifiait. Rappelez-vous, au plus fort du Covid, hein, quand les soignants habitaient dans un immeuble, tu avais les voisins qui disaient « Oh, tu touches pas les poignets, tu vas nous refiler le Covid !» Allô. Ce genre de fraternité, tu vois, humaine. Hein. Donc, comme il suffit de pas pousser fort pour que l'humain ait envie de tuer son voisin, faut arrêter très vite les conneries de passe sanitaire et tout ça. D'ailleurs, les médecins le disent, hein, voilà, malgré un taux élevé, hein, il y aura quand même une 5e vague parce que c'est l'hiver, parce qu'on est à l'intérieur, parce qu'on chope le Covid. Ça bug. Ah bon? Non, ça va. Oui, rechargé. Il y a la pub, mais ça va. C'est quand il y a la pub, ça bug. Je savais pas qu'il y avait de la pub, moi, pendant qu'on est en live. C'est quoi ce bordel? Mais non, mais qu'est-ce que vous me dites? Ça bug pas du tout. Mais pas du tout. Mais enfin, mais pas du tout. Ah si, oui. Vous avez tout à fait raison. J'ai un débit proche de 0. Oh là là, c'est quoi ce bordel? 4000... Ah, ça revient. Voilà, ça revient. Ça décroche parfois, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas encore la qualité ultime, hein, mais bon, là, c'est reparti. Je perds 3,7% d'image. Hein. C'est beaucoup. Mais bon. Écoutez, hein, on va assurer la mission de retour sur Terre. C'est peut-être les pubs qui font ça. Sabotage, comme d'habitude. Ouais, j'ai l'habitude de friser. Ouais. Voilà, c'est revenu. Bon. Ça y est. Et ouais, abonnez-vous. Voilà, moi je vous dis abonnez-vous. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Merci Choulouk78, 3 mois d'abonnement. Ça aussi, c'est la famille. Et puis, ça roule chez vous. Alors voilà, donc que faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va devenir? Attendez, avant de dire la dialogue, on va quand même revenir sur le Covid. Non, voilà. C'est le dossier du Figaro. Hein. 4 pages. En France, une couverture vaccinale protectrice, mais pas infaillible. Tu m'étonnes. Dans les Pays de la Loire, je sais pas, j'ai partagé ça hier, les derniers chiffres de la DREES, la direction des chiffres, qui dit, alors non, il y a plus de non-vaccinés à l'hosto que de vaccinés, mais dans les Pays de la Loire, 11 fois plus de vaccinés à l'hosto que de non-vaccinés. 11 fois plus, hein, on ne parle pas de 2 fois plus. Alors c'est sur 1000 personnes, c'est dans les Pays de la Loire, mais tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez trop joué à la pétanque, vous avez fait trop de loto, hein, trop de thé dansant, hein, les Pays de la Loire, on vous a vu. Pas d'explication. Et alors là, mais le vaccin est censé protéger des formes graves. C'est pas grave. Pardon. En même temps, je peux pas mettre à placard. Je me mouche. Excusez-moi. En plateau, on attend les coupeurs pub. Alors, il y a un temps de latence, hein, comme dans la revue de presse, pour ce qui est de la couverture vaccinale très haute. Hein, les cas sont moins sévères que l'an dernier. Mais l'on sait aussi qu'il existe un temps de latence d'une semaine environ entre la contraction du virus et l'hospitalisation des cas les plus sévères. Il convient donc de rester prudent, de ne pas tirer de conclusions hâtives. On s'attend à une augmentation significative du nombre d'hospitalisations et de décès, même si cela devait être beaucoup plus bas que lors des vagues précédentes. Voilà. Bon, alors après on peut pas dire dans quelle proportion ça se situera, parce que ça dépend de la progression de la campagne de 3e dose, qui peut vraiment faire une différence. Ça c'est François Balloux qui est au taquet, lui il est à l'UCL, il se posait plein de questions, hein, notamment sur la vaccination des enfants. Donc c'est plutôt de quelqu'un de sérieux. L'expérience de nos voisins européens qui subissent presque tous un rebond épidémique nous enseigne qu'il ne faut pas s'attendre à ce que cette reprise se dissipe spontanément. À nouveau, les mesures non pharmaceutiques de première ligne, masque en intérieur systématique, aération la plus fréquente possible, jauge comme la de 2e ligne, hein, dépistage, trachage, isolement, doivent être renforcées pour éviter la vague de contamination. En France, tester, non, c'est plus remboursé. Non, c'est pas la peine. Non. Nous, on a décidé, on a fait un truc, c'est on vaccine. 3 doses. 4. 5. On teste plus de toute façon vu que tout le monde est vacciné. Ouais, mais tout le monde... Mais non, mais c'est pas grave. Bon, d'accord, voilà. Donc tant que les hôpitaux ne débordent pas, tout va bien. Hein, on aurait tendance à se dire ça. Mais la population doit réagir dès maintenant en se vaccinant et en évitant au maximum les situations à risque d'infection. Il faut aussi
réarmer le système de lutte anti-Covid via la détection des cas par un retour au remboursement des tests et un ajustement des capacités de contact tracing afin d'être le plus efficace possible. Voilà. Alors lundi, Bruno Le Maire, qui avait autre chose à foutre, puisqu'il était avec Bernard Arnault à remettre des prix au patron de Moderna, lui il a dit non, le choix autrichien de confiner les personnes non vaccinées contre le Covid est tout ce que le gouvernement veut éviter. Il n'a pas dit que c'était juste scandaleux. Non, il a juste dit non, on aimerait l'éviter. Puis à la fin, tu as Gabriel Attal qui a fait malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu éviter le confinement des personnes non vaccinées. C'est à chacun en responsabilité maintenant de choisir la piqûre. Bon, d'accord, super. Castaner, qui revient, président du groupe LAREM à l'Assemblée nationale, a indiqué que la majorité présidentielle ne souhaite pas en venir à cette extrémité. Ça veut dire qu'ils veulent le faire. Si toutes les hypothèses sont sur la table, ça veut dire qu'ils vont le faire. L'objectif et la méthode que nous avons tenue, c'est celle de la vaccination et du rappel, a souligné Christophe Castaner. 620 000 rendez-vous ont été pris depuis la dernière allocution de président Macron. C'est beau, tiens. Ah là 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 là. Bah voilà. Et puis 89% des Français éligibles à la vaccination de plus de 12 ans ont reçu 2 doses de vaccin. 89% des Français sont doublement vaccinés. Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Quand on sera à 100% et que tout le monde aura le Covid, ils vont dire ah ben non mais c'est la faute des non-vaccinés. Ah non mais c'est pas parce que le vaccin marche pas, parce que non mais tu fais pas des formes graves en fait. Ah ouais, mais si les mecs pas vaccinés tombent pas malades... Ah non, mais on peut pas le savoir vu que tout le monde est vacciné, tu comprends ? Ah oui, d'accord, ok. Mais non, d'accord. D'accord, mais je suis trop bête. C'est des maths, c'est vrai, j'ai pas fait maths. Merci Choulouk78, 3 mois d'abonnement. C'est effroyable, hein. Dès que Macron parle, paf, les mecs, ils vont direct. Ah, non, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas de solution miracle, hein. Vous l'aurez compris, le Covid, on ne sait vraiment pas comment s'en sortir. Si ce n'est qu'à un moment, il va falloir arrêter l'état d'exception et dire ouais, c'est un virus qui est là, quoi. Voilà, hein. Faites attention, mettez des masques quand il faut, évitez les situations contaminantes, mais arrêtez de faire chier les gens, putain. Ouais. Enfin bref, lamentable. Allez, on revient dans des trucs un peu plus terre à terre, mais quand même sympa. Inquiet, l'entourage d'Anne Hidalgo cherche des solutions. Inquiet l'entourage d'Anne Hidalgo. Il faut dire que je sais pas si vous avez vu la campagne qu'elle a fait, mais personne ne sait en fait. Ah oui, il y a ça aussi. Attends, parce qu'avant Hidalgo, t'as quand même des descentes de police et des arrestations chez les antipasses italiens, un truc assez inquiétant. Attendez, on reviendra à Hidalgo après, de toute façon en même temps tout le monde s'en fout, mais voilà ce qui s'est passé. Il y avait des militants, les plus radicaux, qui affirmaient lundi la police, qui en connaissaient certains pour leur position extrémiste. Tous étaient affiliés à la chaîne Telegram Basta Dittatura, au cœur de l'organisation des manifestations anti-pass. La chaîne était surveillée 24 heures sur 24 par la police, depuis l'été. Il y avait 40 000 abonnés et elle a été fermée par Telegram, en raison de ses contenus. Les administrateurs n'ont toujours pas été identifiés et elle a vite redémarré et comptait déjà 8 548 abonnés dès dimanche. La police reproche aux militants leur incitation à commettre des actes criminels et à violer les lois de l'État, puisque l'État italien interdit maintenant les marches anti-pass. Donc évidemment, quand tu interdis des manifestations, là tu bafoues le droit de manifester, mais là l'État a le droit. Par contre, quand toi tu veux manifester, là t'es criminel, puisque sur la chaîne il y avait des invitations à bloquer des routes, des autoroutes, des gares, à utiliser des armes, à s'armer de bâtons lors de manifestations et même à jeter de l'acide et du liquide inflammable sur les forces de l'ordre. Il voulait cibler les forces de l'ordre, les médecins, les scientifiques, les journalistes accusés de soutenir cette répression sanitaire, mais aussi les vaccinés devenus esclaves de l'État. C'était un peu radical quand même. Mais dans leur viseur également, il y avait Mario Draghi. Eh oui, Mario Draghi, qui est ancien banquier d'affaires, qui a aussi, lui, été responsable de toutes les privatisations qu'il y a pu avoir en Italie et qui maintenant s'occupe de maltraiter les Italiens. Alors là, donc ils ont dit, comme ils ont éloigné par ordonnance les manifestations des centres-villes et des lieux sensibles pour que ça devienne une sorte de pour éviter les gilets jaunes à l'italienne, ils ont peur parce qu'il y a eu des crimes quand même dans les années 80 contre les responsables politiques qui étaient assez graves, une violence inacceptable, mais la violence d'État, elle, n'en finit pas. Alors c'est-à-dire que c'est ce déséquilibre qui fait que c'est de plus en plus violent la société. Plus l'État est maltraitant, plus les gens, en fait, ils en ont marre. Plus ça pète.
Et donc, il y a quand même eu un bidon de 5 litres d'acide saisi au domicile de Palerme d'un militant, celui qui voulait en jeter sur la police. Alors ça, faut pas faire ça. Franchement, les gars, non. C'est dégueulasse. Toutes ces violences-là, c'est dégueulasse. Alors après, ceux qui étaient militants NOPAS disent nous sommes maintenant sous une dictature, dès que l'on manifeste, ils vous persécutent, pendant que les voleurs, les trafiquants de drogue et les corrompus sont tous dehors. C'est pas faux. Certains incitent directement à monter dans les trains pour venir en masse marcher sur Rome, qui fait référence à la marche des fascistes d'octobre de 1922. D'autres à aller dans les centres commerciaux sans masque. Sur d'autres chaînes Novax de Telegram, on pouvait lire « Vous savez maintenant ce qu'il faut faire, nous devons nous rendre tous ensemble à l'immeuble de la police de Turin et jeter des bombes pour qu'ils arrêtent cette dictature. » La violence contre la violence d'État, ça ne marche jamais plus. Ils sont tellement armés, ils sont tellement organisés, les polices de la répression, les États maltraitants, que si tu veux te battre avec des moyens violents, tu vas juste déclencher une répression encore plus sanglante, c'est tout. Donc les moyens d'action, si tu réfléchis, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est confiner les confineurs. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils font en ce moment aux Antilles. On en parle peu dans la presse française, mais c'est des grèves générales, effectivement. C'est des actions escargots sur les routes. C'est arrêter, quoi. Hop, démission générale. Tu dis, vous voulez jouer à ça ? Écoutez, vous savez quoi ? Je joue pas, moi. Au revoir. Mais tant que les gens pensent qu'ils vont gagner de l'argent, qu'ils vont faire des trucs, tant que Bruno Le Maire, avec le patron de la France, Bernard Arnault, va remettre des prix au patron de Moderna en disant c'est super, et que toi, tu vas dire non, mais voilà. Et puis vous allez voir dans la revue de presse après, là, il y a un truc qui m'a rendu fou sur les cadeaux aux riches, parce que les pauvres, on va leur dire on les tape, mais les riches, on leur fait des cadeaux. Allez, à propos des riches, Anne Hidalgo, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, Anne ? Bah, en fait, elle a un peu peur, voilà. C'est dans le Figaro. Bon, que fait-on là maintenant ? Pour l'instant, on fait campagne. Cet échange ce week-end entre un militant PS et un cadre de la campagne d'Anne Hidalgo illustre l'ambiance pénible dans laquelle tous ont le sentiment de nager. Bon, c'est le Figaro qui en parle, donc ils sont un peu à charge. Jamais je ne les ai vus dans un état pareil, rapporte un autre au sujet des cadres de la campagne socialiste. Un autre, encore, a reçu le catalogue des publications de la maison d'édition Stock pour janvier 2022. En bonne place, l'annonce de la sortie d'un nouveau livre de Bernard Cazeneuve. T'imagines, la sortie d'un livre de Cazeneuve effraie les cadres de la campagne d'Hidalgo. Allô ? Waouh ! Ils vivent pas dans le même monde que nous non plus. C'est bien la preuve qu'il y pense encore, que ses amis qui le poussent encore n'ont pas désespéré. Il pourrait servir de recours au cas où. Bernard Cazeneuve, recours de la gauche. Oui. Il rêve à la candidature de l'ancien ministre, comme les enfants croient encore au Père Noël pour se faire plaisir. Mais il y a un quatrième de couverture qui nourrit ses aspirations, je vous le lis. Bernard Cazeneuve donne sans faux semblant sa vision de la politique. Ses choix concernant l'avenir de la gauche sont pleinement assumés, comme la nécessité pour elle de renouer avec la culture de gouvernement, a-t-il écrit. C'est-à-dire avec une exigence de vérité face aux enjeux auxquels la nation est confrontée et d'ardeur républicaine face au risque de fragmentation de la société française. Eh ben voilà. En réalité, Bernard Cazeneuve dit non, mais c'est bon, qu'on me fiche la paix, ce ne sont que des souvenirs. Il écrit un livre comme les autres, ils ont que ça à foutre. J'ai écrit un livre, ah bon, j'en ai vendu 3, super. Mais c'était vachement bien. Alors ils sont tellement paumés dans la campagne d'Hidalgo qui se disent, bon, il y a une piste oubliée, moins fréquentée, qui est la primaire populaire. Je ne sais pas si vous connaissez la primaire populaire. Deux figures engagées, Mathilde Himer et Samuel Gribowski, qui a donné pour vocation au mouvement de rassembler la gauche, mais que les appareils n'aiment pas trop. L'idée, c'est de voter pour un candidat de gauche sur une plateforme qui serait la primaire populaire, donc la primaire de gauche, en gros, refaire une primaire. Plusieurs mois de travail, 150 000 personnes inscrites officiellement, aucun des candidats de la gauche ne s'impose, nous dit le Figaro, et ce serait une solution. Le maire du 20e arrondissement, Éric Pliez, qui se charge des relations avec eux, le maire PS de Villeurbanne aussi, qui parle avec eux, il est favorable à ce qu'à un moment, les candidats se rassemblent autour d'une femme ou d'un homme. Mais, oui, d'accord. La primaire populaire serait-elle une issue ? C'est encore trop tôt. La primaire populaire, tu as aussi tous les supports de Taubira qui sont dessus pour essayer de faire un truc. Allez, viens. Non. Allez. Ça monte pas. Il n'y en a pas un qui monte.
qui sont à 4, 5, 2. Puis alors Montebourg qui ne fait que redescendre. C'est compliqué. Hein. Et puis t'as Jadot qui fait une campagne à bas bruit pour dire non mais j'attends qu'elle se casse la gueule et ils viendront tous, vous inquiétez pas. Enfin il le dit pas comme ça, il dit juste moi je fais une campagne à l'intelligence des Français. Voilà, c'est un monde à part. Vraiment. Je le suis, hein, c'est mon métier, mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte. La plateforme, le retournement qu'il y a pu avoir depuis Macron, en fait, où la politique, c'est plus du tout cette affaire d'appareil, cette affaire... Non, c'est maintenant, c'est de l'outrance, c'est de la com, beaucoup, c'est terrible. Hein. C'est aussi... il ne faut pas avoir peur du peuple, en fait. Or, ces gens-là, dès que tu dis populisme... ils tiquent en disant non mais c'est dangereux le populisme. Non, c'est nécessaire en politique. Mais bon, ce serait l'objet d'un autre stream que cette revue de presse. Merci d'être toujours plus nombreux chaque matin. Merci de vous abonner, de nous suivre également, de partager le lien de ce stream auprès de tous vos abonnés sur vos réseaux à vous, d'en parler aussi lors des dîners familiaux, lors des rendez-vous festifs, avec passe où vous vous rendez, ou sans passe d'ailleurs. Merci à tous. Alors, les populismes. Et puis, alors, il y a un plan contre la prostitution des mineurs. Alors, ça fait écho un peu à l'enfance placée, hein, la maltraitance, bien sûr, on continue d'en parler. Je parle même pas de la crise des migrants, parce que là, c'est pareil, c'est ignoble ce qui se passe à la frontière polonaise, au-delà du fait que la Biélorussie joue en disant « Bah tiens, vas-y, tu veux jouer, on va jouer » avec des humains, putain, traités comme de la merde, avec des gens qui disent « Faut leur tirer dessus, faut pas qu'ils passent les barbelés », mais putain... Qu'est-ce qui fait que ces humains arrivent là, dans la boue, dans le froid, devant des barbelés ? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là ? Et que d'autres humains en face se disent « Non, mais on va leur tirer dessus. » Non. C'est une organisation maltraitante, mafieuse, mondiale. Alors qu'il y a de la thune, hein. Vous allez voir, il n'y a jamais eu autant de thunes. Mais visiblement, elle est de moins en moins partagée. Hein. Donc l'annonce, c'est Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, qui a refusé un débat avec Lès Loufoque, hein, c'est vous dire le degré du mec, il est là, qui lance un plan contre la prostitution des mineurs. 13 mesures chiffrées à 14 millions d'euros. Donc là, on est loin hein, ne serait-ce que des... Combien c'était 57 millions pour 90 blindés. 14 millions contre la prostitution. Oui, bon. En disant quand même, en 5 ans, le nombre de mineurs prostitués a bondi de 70%, selon un rapport de Catherine Champrenault, qui est procureure générale de la Cour d'appel de Paris, proche de François Hollande aussi. Catherine Champrenault, elle est partout, dans le parquet national financier, etc. Mais là, elle fait son boulot. Ce rapport estime que le phénomène concerne 7 à 10 000 adolescents en France, majoritairement des jeunes filles, parfois des 12 ans. Alors, il y a une association, Agir contre la prostitution des enfants, qui juge que ce fléau touche aujourd'hui plus de 15 000 enfants, donc encore plus que les chiffres officiels. Et le plan prévoit une recherche-action sur la prostitution, des données auprès des professionnels sociaux sur tout le territoire. Et après, repérer les victimes, soutenir les parents, accentuer la répression et le défi de la prise en charge. Bien sûr, mais on est loin d'une solution évidente. C'est vous dire comme ça va mal. On parle de la France, hein. On ne parle pas d'un pays du tiers-monde où tu as des pédocriminels qui vont faire du tourisme sexuel. On parle de la France. C'est inquiétant quand on voit l'explosion en 5 ans, 70%. Il y a un truc qui ne va pas, fondamentalement, quoi. Voilà. Donc je sais pas quels vont être le plan, donc je vous dis fugue, changement de train de vie, isolement, dégringolade des résultats scolaires, dès que ces premiers trucs arrivent, c'est un peu comme les plans contre la radicalisation, donc voilà. Le défi de la prise en charge, qu'est-ce qu'on fait puisque les mineurs qui vendent leur corps ne se voient pas comme des victimes, c'est un déni, hein, puisque c'est un piège en fait, ce genre de choix de vie t'enferme à vie en fait dans une vie de marginal. Donc il y a une prise en charge qui est difficile. Il y a des maraudes numériques pour éviter la prostitution en ligne, etc. Puisque un nombre important de mineurs refusent de l'aide. Voilà. Donc heureusement qu'ils en parlent. Adrien Taquet, c'est un des rares qui fait un peu le taf, mais très peu, c'est à la marge. C'est beaucoup de com, encore une fois. Quelques millions. Il y aura sans doute un numéro vert, évidemment. 1 million...
Il n'y a que ça, un numéro vert. Non, mais vous vous rendez compte quand même. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de les machins, l'islam, nanana. T'as le documentaire 1 sur 5 de Carl Zero sur la pédocriminalité. Silence radio. T'as la prostitution des mineurs qui explose de 70% en 5 ans. Ça va, c'est comme si tout était normal. C'est quoi? C'est des signes d'un pays qui va très mal. Très très mal. Et d'une humanité qui, bon, bah, ça on le sait, depuis longtemps va très mal. Mais là, on atteint des sommets. Et puis alors, tiens, en parlant de gens qui vont très bien, Pénélope et François Fillon, vous vous rappelez? L'un était candidat de la droite, l'autre était... elle avait un emploi fictif, mais elle défendait la valeur travail. Alors, ils étaient un procès en appel hier. Il y a eu 0 article. Où est-ce qu'on parle de Pénélope et François dans la presse? Nulle part. Ah non, faut pas en parler parce que c'était l'ancien candidat des LR quand même. Ça voudrait dire que le parti est vérolé, plein de corrompus. Non, oh, on peut pas faire ça. Ça remettrait totalement en cause l'élection présidentielle. Alors il n'a pas été aidé. Hein. La Macronie a balancé le coup de la banane des costards. Pas malin, pas aidé, c'est allé vite. Hein. Il a très vite glissé et puis ça a été une descente aux enfers. On l'a pas vu. Et François Fillon, j'ai pas de Noël depuis. Il conduit des voitures de luxe, de sport. Il est dans la banque d'affaires hein, depuis. Il fait des patates, il adore. Il fait des patates, des courses, des patates, des courses. Ultra capitaliste. Mais bon, il est un peu rattrapé par la justice. Alors, c'est marrant parce que le Figaro appelle ça Zoom, et c'est un petit encart planqué sur une page, hein, très loin, très loin. On se retrouve donc en page 13, à côté de Joséphine Baker et en dessous des gendarmes qui forment les maires sur la sécurité. Et donc, le petit Zoom qui t'explique que le procès en appel du couple Fillon s'ouvre sur des questions de procédure. Ah ouais, non, parce que lui, il n'a rien fait. Le procès en appel de l'ancien Premier ministre et de son épouse et de son ex-suppléant s'est ouvert lundi, au début d'après-midi à Paris, dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon. Alors, il disait qu'il la payait, elle était payée par la Revue des Deux Mondes. Pareil, Marc Ladré-Lachérière. Alors son fils, Marc Ladré-Lachérière, a été condamné 3 fois pour avoir des images pédophiles sur son disque dur. Il est toujours sorti. Mimi Marchand avait étouffé l'affaire. La Revue des Deux Mondes payait Pénélope à rien foutre. Enfin bref, encore une histoire sympa avec Mimi Marchand et puis de la corruption et puis des pédos. Chut. Et puis, et là donc, le 29 juin 2020, l'ex-locataire de Matignon a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Ah, c'est quand même pas rien. Hein. La condamnation quand même, en juin 2020, de l'ancien candidat DLR. Coucou. En plein débat sur le congrès de la droite, ça. Non. Condamné, hein. Donc là, c'est l'appel, mais condamné à 5 ans, dont 2 fermes, ça veut dire qu'il ferait de la tôle, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Sarkozy court toujours. Hein. Lui, c'est catch me if you can. Alors que Fillon, paf, c'est tombé direct. Hein. Le mec, il a fait waouh, j'ai rien compris. Ah, t'étais pas le parrain, mec. Quand t'es le parrain, c'est plus compliqué. Tu viendras me voir un jour et je te demanderai un service. Voilà. Son épouse a été sanctionnée de 3 ans d'emprisonnement avec sursis, ouf, oh là là, et 375 000 € d'amende et 2 ans seulement d'inéligibilité. C'est beau. Bon alors 375 000 € d'amende, hein, c'est ce qui se fait en une journée à peu près, donc ça c'est pas grave. Non, ce qu'il faut pour ces gens-là, à un moment, c'est peut-être de la tôle, tu vois. Bon, Balkany, elle est en tôle, hein, pas longtemps, il avait des petits soucis de santé, mais déjà rien que ça, tu dis, ah, c'est genre, mais on n'est pas censé aller en tôle. Si. Mais ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on apprenne en tôle? Bah, quelques règles de la rue. Hein? Peut-être un sens moral, un code de l'honneur. Ah, c'est plus compliqué. Donc c'était le maillon faible, donc il a tout pris. Hein. Ils ont dit, allez, on cherche Fillon. Le mec quand même se faisait offrir des costards par un pote de Sarko, escroc notoire. Il voyait pas le piège, c'était marqué piège. Et l'autre fait, oh, merci pour le costume, 30 000 balles de costume. Oh, c'est un beau costume, hein. Merci. De rien. Allô? Oui, Emmanuel, oui, j'ai bien donné le costard à machin, ouais, on va bien rigoler. Depuis d'ailleurs, Sarko, il est pote avec Brigitte, hein, il est pote avec Macron. Tu vois que tout le monde veut sauver le soldat Nicolas Sarkozy. Par contre, Fillon, c'est le banni. Le banni. Mais ça va bien pour lui, hein, il fait plein de thunes, comme je vous disais, il est dans la banque d'affaires. No problemo. Alors. Ben oui, Altel de Fer, il s'en fout. Enfin, c'est tellement. J'ai pas de mots en fait.
Mais vous allez voir, non, ça, c'est que le début de... Donc c'est un petit zoom dans le Figaro. Voilà, ça c'est ça qui m'a vraiment énervé. Ça m'a foutu les nerfs. C'est dans les Échos. Là, on va finir sur les Échos. Toute la fin de la revue de presse va être sur les Échos. Donc si vous n'êtes pas prêts, si vous avez, je sais pas, des problèmes de tension cardiaque, d'hypertension, si vous avez des velléités révolutionnaires, si vous pensez que bon, ça, c'est plus possible en fait, que vous avez envie de devenir cannibale et de manger des centimilliardaires, c'est le moment d'éteindre ce stream et de ne pas le regarder. Ça pourrait vous pousser à faire un acte que vous regretteriez dans les jours qui viennent, parce que quand même, ce monde est dégueulasse. Bon, ça c'est un constat, hein, voilà, pas largement partagé, mais voilà ce qui s'est passé. Rien vu de Raoult. Non, Raoult. Pourquoi on parle de Raoult? De quoi vous parlez? Ah voilà, il y en a un qui suit. Mode de Torren. Voilà ce qu'on fait. Alors quand t'es pauvre, attention, on te sucre ton allocation chômage, on te flique, on te bastonne, on te traite comme une merde. Quand t'es riche, alors la ministre du Logement, hein, Emmanuelle Wargon, va lancer un dispositif loué abordable, qui sera plus rentable pour le propriétaire de louer en dessous du prix du marché. C'est une carotte fiscale pour inciter les propriétaires à louer moins cher. Et écoutez ça, c'est merveilleux. Plus t'as de thunes, plus on t'en donne. Voilà comment ça se passe. Tu vas me dire, non mais attends. Le gouvernement a fourni quelques exemples concrets de ce cadeau aux riches. Un nouveau cadeau des riches fait par Macron pour l'élection. Formidable. Alors là, les propriétaires se gavent. Et là, grâce à Macron, encore mieux. Voilà ce qui va se passer. Prenons le cas d'un propriétaire avec un taux marginal d'imposition de 30% qui louerait son appartement de 40 mètres carrés à Issy-les-Moulineaux à 517 € au lieu des 940 €, soit une décote de 45% par rapport au prix du marché. Eh bien, grâce à la carotte de Wargon, il bénéficiera de 7 300 € de revenus locatifs annuels après impôt au lieu de 6 000 € s'il avait loué au prix du marché. Donc il gagne 1 300 € parce qu'il loue un peu moins cher à un pauvre, sachant que c'est des recettes fiscales qui ne vont pas rentrer, qui ne vont pas aider à financer, bien sûr, l'assurance chômage des plus pauvres. Donc le riche va gagner davantage, va payer moins d'impôts, et le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours perdre plus et avoir moins de services publics. C'est ça, la politique qu'on appelle néolibérale, c'est ça, la politique du choix de la pauvreté. Elle est faite pour gaver les riches et pour fliquer les pauvres. C'est scandaleux. Le taux de réduction d'impôts atteint 15% pour une baisse de loyer de 15% et 35% pour une baisse de 30%. Un propriétaire avec un taux marginal d'imposition de 11% qui loue son 100 mètres carrés à Toulon 706 € par mois au lieu de 1009 € par mois, moins 30%. Il engrangera 9100 € de revenus locatifs après impôt au lieu de 8700 €. Au global, ce sera plus rentable pour le propriétaire de louer en dessous du prix du marché. Plus rentable pour lui, moins rentable pour la société de redistribution, moins rentable pour la République sociale. Voilà les cadeaux. Plutôt que de faire des mesures qui obligent les propriétaires à louer moins cher, qui les fliquent en disant si jamais tu loues au-dessus du prix du machin, enfin voilà, on les incite, on fait des cadeaux, on demande au patron d'augmenter un peu les salaires. Alors ça aussi, vous allez voir les salaires, c'est priceless. Parce que les dividendes explosent, hein, mais les salaires... peut-être 1% qu'on va les augmenter pour qu'on vienne pas nous manger à la fin de la cantine. Et puis il y a d'autres dispositifs fiscaux, le prêt à taux zéro, le Censi-Bouvard de Normandie, plein d'autres choses, hein, les aides aux maires bâtisseurs, le crédit d'impôt, enfin voilà. Donc vous avez le deux poids deux mesures, mais qui est d'une violence sans nom. C'est-à-dire que les bourgeois se gavent et se font des cadeaux entre eux. Les pauvres, attention, quoi ? T'as pas fait, tu fais semblant de chercher du travail, enculé de chômeur de merde? Qu'est-ce que tu crois? T'es fini, t'es rayé, t'auras plus d'allocation. Ah, Michel, oui, toi tu as loué moins cher. Oui, c'est bien, Michel. Tiens, écoute, ce que je te donne un peu d'argent, puisque tu es gentil, puisque toi au moins tu fais des cadeaux aux pauvres, toi. Hein? C'est pas comme toi, vilain chômeur de merde. Oh putain. Team up avec François Ruffin? Bah oui, j'adore François Ruffin, évidemment. Lui fait le boulot. C'est dingue. Voilà les gens qui sont en responsabilité aujourd'hui et qui passent leur temps à nous donner des leçons, putain. Et après, ils s'étonnent. Ah, mais il y a les gilets jaunes. Ah, mais après, les pauvres, eux, ils sont violents. Bon. Autre news qui m'a bien fait rire dans les Échos. Climat. Une majorité de Français doutent de la portée de la COP26. Sans déconner. Mais les gars, non, attendez. Il y avait Greta, il y avait la jeune Kenyane qui a gueulé, qui a dit « Oh, c'est dégueulasse ce que vous faites ». Il y avait Macron qui a dit « Non, planète ». C'était vachement bien. Il y avait von der Leyen et ils étaient tous en jet, là, 400 jets. Ils ont cramé du carbone comme jamais. Qu'est-ce que tu veux quoi? C'est vachement bien la COP. Ça n'a servi à rien. Le mec à la fin il a dit « Je suis désolé,
Delegates, I'm sorry, this is fucked up. We are dying. We're dead, my friend. Totally dead. C'était un Indien, je crois. Désolé pour l'accent. Non, abusé. On a le droit de faire les accents, ça va. De toute façon, on s'en fout, on va tous crever dans un apocalypse climatique. Parce que c'est ça, après t'as peur, tu te dis putain, ça va mal. En fait, non, il y a une seule chose à faire. Hein. Il faut juste virer les élites actuelles. Il faut juste une grande révolution mondiale, tout simplement. Hein, et dire, on arrête avec le capitalisme, qu'il soit chinois, qu'il soit de marché, on arrête avec les mafias, on arrête. Vous nous emmerdez avec votre argent magique, vous nous faites chier avec votre productivité de merde, vous nous tuez. Laissez-nous vivre tranquille. Tiens, resserre-toi un coup de calva, Michel. Nous, on produit local, on produit bio, des croquettes bio, et on vous emmerde. Et vraiment, mais voilà, à la fin, ce monde de merde qui va manger ses enfants, c'est plus possible, quoi. Donc je suis très énervé, je vous l'avais dit. Et puis, alors là, vers un confinement implicite des personnes non vaccinées en Allemagne. Ils sont malins, les Allemands. Qu'est-ce qu'ils sont malins ? Plus que les Autrichiens qui ont dit « Ah, nous, on va machin... Ah oui, il y avait le budget aussi. Ouah, non. Ah si, il y a des changements pour les informateurs du fisc. Des députés socialistes ont réussi à faire voter la prolongation de l'expérimentation relative au dispositif des aviseurs fiscaux. Celui-ci permet l'indemnisation des personnes fournissant des renseignements au fisc concernant l'évasion fiscale et les fraudes à la TVA. L'expérimentation lancée en 2020 a étendu le champ à toutes les infractions pour lesquelles l'impôt éludé dépasse 100 000 euros. Ça c'est bien, hein ? Il n'a pas de passe sanitaire. Monsieur, il a fui le fisc à hauteur de plusieurs milliards. Ah oui, mais c'est le patron de la France, lui, on peut rien faire. Ah ouais, même aussi, comment vous voulez que ça marche aussi ? Il y a une interview de Copé aussi, dans les Échos. Ouais, super. Il va bien. Continue. Alors là, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en Allemagne ? C'est le bordel. Hein. Résurgence aussi, forte coalition. Alors, Merkel s'en va et paf, ça repart. Hein. Donc jeudi, ils vont coordonner leur stratégie. Bon. Donc je pense qu'ils vont faire pareil. Partout, hein, c'est clair. Haro sur les non-vaccinés. C'est de leur faute. Bah oui, mais les vaccinés, ils tombent malades aussi. Ils refilent la ch'touille aussi. C'est la faute des non-vaccinés. Putain de bordel de merde. Combien de fois il va falloir vous le dire ? Si vous le dites. Bon, puisque vous le dites. Et donc, ils ne savent pas trop quoi faire. Alors, ils veulent éviter la cacophonie. Hein. Ils veulent convaincre 30% de la population qui ne sont pas vaccinés parmi les 12-17 ans, qui ne risquent rien du Covid. Hein. Mais il faut quand même qu'ils aillent, allez-y. Parce que c'est eux qui refilent la ch'touille aux vieux après. Donc, allez vous vacciner, vous risquez rien. C'est de l'ARN, ça fait des myocardites, ça en fait pas beaucoup. Allez-y. Donc, il faut y aller. Le taux d'incidence, machin, et puis voilà. Donc ils sont paumés aussi. Bref, c'est merveilleux, c'est l'Allemagne. Pour une fois que l'Allemagne fait n'importe quoi, c'est génial. Et alors ça, regardez, qu'est-ce que c'est ? Est-ce un oiseau ? Est-ce un jet supersonique ? Est-ce Superman ? Non, c'est un mini hélicoptère volant. Alors c'est pas un drone, il y a des pilotes. C'est les JO 2024 à Paris voudraient faire rentrer le taxi volant, hein, dans les mœurs. L'idée, c'est que les richoux puissent s'envoyer en l'air tranquillement, hein, puisque à Paris, tu peux plus rouler. Donc, alors c'est électrique. Hein. Ouh là là, ça va, c'est électrique. Donc, vous inquiétez pas, c'est super. Mais comme toi, t'es comme un con dans ton taxi, tu peux pas rouler, vu qu'à Paris, tu peux plus rouler. Eh bien, Paris rêve de taxi volant pour 2024. Des drones électriques. Alors, c'est pas vraiment des drones. Là, on a un pilote. Ce serait 3 passagers, hein, qui se multiplient. RATP, ADP, la région Île-de-France veulent proposer le premier service de transport aérien urbain au prochain JO. 200 à 100 euros la course pour concurrencer les mototaxis. Alors, il y a 4,2 milliards d'euros, hein, c'est le marché européen de la mobilité aérienne, c'est pour les riches. Au Brésil, il y a déjà ça en fait. C'est une société ultra-violente du libéralisme à l'échelle humaine. T'as les pauvres qui vivent dans les favelas et les riches qui vivent dans des tours avec des hélicoptères pour jamais aller au niveau des pauvres. Donc c'est une société verticale, mais réellement verticale. Et là, on est en train de le faire, puisqu'on va rentrer dans des phases terribles, hein, où tu auras la plèbe qui va s'affronter de manière permanente, la guerre civile, et les riches seront sur une plateforme aérienne. C'est aussi le meilleur des mondes. Hein. Tout se passe par mini-hélicoptère pour aller d'un point A à un point B, parce que c'est la seule façon d'échapper au bordel qui va s'installer du fait du choix de la pauvreté. 4,2 milliards d'euros, enfin ça non, c'est dans les livres de science-fiction, mais globalement, tu vois que ça prend un tournant qui ressemble à tous les livres de science-fiction les plus pourris qu'on a pu lire. Hein. Enfin, les plus pourris en termes de futur non souhaitable. Et les mecs sont là à dire « Ah, c'est pas souhaitable, mais on va le faire, ça a l'air super. » Et là, t'as Jeff Bezos qui fait « Ouais, c'est super. C'est génial. Ça envoie en l'air. Putain de fusée pour aller dans l'espace. Enculé, ouais.
Oh, je vais faire une base de riches qui flotte dans l'espace. Ouais, c'est génial, faites tourner les serviettes. 3000 à 3500 aéronefs en service en 2030, c'est ce qu'on vise. Voilà. Alors 80% serait pour la livraison et le fret. T'as déjà les drones Amazon qui se font attaquer par les corbeaux ou les aigles. Je sais pas si vous avez vu déjà. Les oiseaux ont dit non, ça non, on n'en veut pas. Ils sont plus malins que nous. Nous on est là genre ah c'est super, ça nous livre comme ça. C'est bien. Bon. Et 90 000, c'est le nombre d'emplois qui seraient induits par la fabrication des aéronefs et des infrastructures. Voilà. C'est génial, non? Donc enfin la voiture volante, on l'avait cru pour l'an 2000, elle sera pour l'an 2024 pour les JO à Paris et pour les riches. C'est génial. Alors je vous dis pas le bordel que ça va être, quoi. Après les trottinettes, hop, les drones de riches. C'est bien, hein? Oui, bah alors là-dessus, déjà quand tu vois sur les hélicoptères, c'est pas très stable. Hein. T'as un Dassault qui est mort comme ça dans son hélico, donc c'est pas super. Alors là, le drone. Mais bon, comme tu peux plus rouler, voilà, c'est truc de riche. Truc de riche. Ça, c'est capitaliste. Tintin. La petite photo, pour ceux qui n'étaient pas là en début de revue de presse. Sur la photo, vous avez le vrai président de la France, Bernard Arnault. C'est lui, hein, c'est le patron de LVMH, c'est le patron d'Emmanuel Macron, c'est le patron des Français, hein, c'est lui qui pèse le plus lourd. C'est le patron aussi des Échos, c'est le patron du Parisien aujourd'hui en France. C'est aussi l'actionnaire via sa financière familiale Agache de Moderna. Et il remet un prix du leadership Les Échos au patron de Moderna, en présence du ministre de l'économie, qui est aussi son ministre, hein, vu que c'est lui le président de la France, qui remet aussi un prix à la patronne de la Française des Jeux, puisqu'elle privatise la Française des Jeux et qui vont s'en foutre plein les fouilles entre amis. Et ça, on aime bien, ça c'est capitaliste. Les prix entre amis, avec la photo pour se mettre dans son journal à soi, c'est quand même un petit plaisir, hein, que tu te dis ah tiens, je vais me faire un petit plaisir. Micheline, tu veux bien me prendre en photo? C'est pour mon journal de demain. Je vais vous faire un cadeau à mon ami Moderna qui est un peu dans la merde. Hein? Voilà, merci. Super. Souriez. Allez, ça fait combien la photo? 15 milliards. Oh, c'est bien, ça me paraît bien. Donc voilà. Entre ça, le mec qui est propriétaire de son journal, qui se met dans son journal, qui file le prix au patron du labo dont il est actionnaire, et von der Leyen, dont le mari travaille dans les biotech, qui travaille à la Commission européenne, qui remet le prix à Bourla, le patron de Pfizer, en disant c'est super, ouais, c'est super, putain, qu'est-ce que je suis content, putain, j'ai ma boule à neige, merci, putain, merci Bernard, je voulais dire... sans vous, ça aurait été impossible de faire cette revue de presse parce que c'est vrai que vous faites un travail formidable pour ce qui est de l'univers médiatique en France. Moi, avant ça, je savais pas quoi faire de ma vie. Maintenant, tous les matins, je regarde la revue de presse du Monde Moderne et c'est vrai, je la fais aussi en live avec tous les gens qui sont là. C'est quelque chose de super important. C'est vraiment, vous avez su remettre du lien social, vous avez su remettre de l'humain là où il n'y avait plus rien. Je tiens à vous remercier, je tiens à remercier Madame von der Leyen. Le ministère bien sûr de la Défense allemand. Je tiens à remercier également Emmanuel Macron pour tous ces mensonges parce que sans ça ce serait impossible. Je tiens à remercier aussi la Startup Nation sans qui il serait impossible de faire ce stream. Je tiens à remercier également... Non mais putain ça va. Taisez-vous Darvor. Dose. Bon, de toute façon, tant que... Non, mais je pense qu'ils ont un objectif de milliard. C'est pas tant les doses, c'est le milliard. Puis alors là, ah ouais, mon petit actionnaire. Oh là, je me suis dit, non, vas-y, c'est pas possible. Le monde merveilleux des startups permet... Alors, vous savez, les petits porteurs, c'est toujours les mecs qui se sont fait avoir. Toujours. Et là, t'as un mec qui a créé une startup qui s'appelle Mon Petit Actionnaire. Non, pardon, Mon Petit Placement, qui démocratise l'investissement des particuliers. Il faut savoir que le petit porteur, c'est le pigeon de la bourse. La bourse a besoin de ces gens-là pour vivre. Les mecs qui gagnent de l'argent, c'est les multimilliardaires qui s'en foutent, qui font du trading à haute fréquence. Le petit porteur, il est là pour faire vivre la chaîne de Ponzi. C'est le mec qui arrive en bout de chaîne, qui sert à rien et qui se fait avoir Eurotunnel, etc. Là, les mecs font une plateforme pour aller recruter du pigeon. La plateforme d'investissement pour les nuls a levé 6 millions d'euros. Elle séduit le grand public, les acteurs financiers et BPI France qui se dit tiens, puisqu'on a la Française des Jeux d'un côté, tiens, on va faire Mon Petit Placement avec son fonds French Tech Seed. Faire passer les Français du statut d'épargnant à celui d'investisseur, telle est la motivation de Mon Petit Placement. C'est beau, hein? Faire passer les Français du statut d'épargnant à celui d'investisseur. Maintenant, t'es un investisseur. Non, je suis un pigeon de la chaîne de Ponzi mondiale. Non, t'es un investisseur, Michel.
Mais non, non, je sais très bien, je vais me faire avoir, c'est complètement con. Non, écoute, Michel, tu vas gagner 1,70 € au bout d'un an. Maintenant, tu es un investisseur, Michel. Rends-toi compte, la chance que tu as, Michel. Tu es devenu un investisseur. Ça y est, le rêve capitaliste, il est à toi, il est à portée de main. Tu es enfin un investisseur. Tu arrêtes d'être un ignoble, un idiot d'épargnant. Tu es enfin un investisseur, Michel. Tu es là pour aider l'entreprise. Oh, si tu le dis alors. Oh, je peux avoir une légion d'honneur ? Non, pas encore, non, attends. Alors, qu'est-ce qui se passe ? 6 millions levés. Alors eux, ils ont compris le filon. Hein. Les filous ont compris le filon. 6 millions d'euros, donc 4 millions en capital. La plateforme d'investissement pour les particuliers accueille le fonds d'innovation French Tech Seed, attiré par l'environnement numérique performant qui sous-tend l'accompagnement personnalisé mêlant proximité et pédagogie. Bien sûr. Des produits clés en main. Alors, c'est une start-up pure player digital qui démocratise l'investissement avec un ticket d'entrée à 300 €. Voilà, donc c'est comme jouer au poker avec Patrick Bruel. Hein. C'est paf, t'es sûr de... Enfin non, avec Winamax, sûr de perdre. Des produits clés en main, une interface d'une grande simplicité dans le maquis de la finance. Incubée au Hub 612, la pépinière FinTech de la Caisse d'épargne, elle a mis 28 mois à franchir toutes les barrières d'agrément et à convaincre une vingtaine de fonds de lui ouvrir leurs portes. Apicil, Generali, Les Stars, Rothschild, JP Morgan, Lazare. Ils se sont dit, putain, t'as un plan pour plumer du pigeon de manière numérique, tu veux dire, t'as une start-up de plumage de pigeon. Mec, combien il te faut ? 6 millions. 6 millions, tiens, c'est cadeau. Tiens, vas-y. Amuse-toi, on te regarde. L'offre commerciale lancée en février 2020 a recruté 8000 clients pour un total de 30 millions d'euros sous gestion. Le profil type, un investissement initial de 2500 €, puis des versements mensuels de 220 €, 90% des inscrits mettent en place un prélèvement automatique qui entraîne par effet boule de neige le chiffre d'affaires qui frôle le million à la fin de l'année. Hein. C'est quand même vachement bien fait. Alors la société se rémunère sur le rendement des portefeuilles de 4,63 à 21,21% sur les 12 derniers mois auprès de fonds comme d'apporteurs d'affaires. 4 produits disponibles selon leur niveau de risque et audités chaque trimestre par le comité de 6 actionnaires, tous experts de la finance. Notre algorithme sélectionne automatiquement 15 fonds par portefeuille, mais c'est nous qui composons le portefeuille final réduit à 5. C'est un mec qui est chez Natixis à New York. Hein. Des conseillers accompagnent les clients pour répartir leur mise dans les 4 paniers selon les stratégies individualisées qui peuvent être complétées par des placements thématiques selon les affinités. La relation est digitale mais personnalisée, avec un premier contact en visioconférence, puis un rendez-vous biannuel de 15 minutes et une newsletter pédagogique trimestrielle. C'est génial. Mon petit placement s'adresse aux particuliers comme la banque de détail dont elle s'inspire pour la proximité. Mais elle s'en distingue en ne proposant pas de produits sans risque. Ah ouais, bah non, parce que ce qu'on aime... Tu es investisseur maintenant, Michel. Tu aimes le risque ? Tu aimes le risque ? Oui, j'aime le risque, oui. Alors, pourquoi tu t'es vacciné 3 fois ? Parce que j'aime le risque. Ah bah voilà, c'est ça, Michel. T'aimes le risque, c'est ça, tu vois, c'est exactement ça. T'as l'impression de voir l'entourloupe. Bah alors, les enfants, il est où votre papa ? Hein ? Il a déjà joué en bourse ? Hein ? Non ? Et oui, je sais, Michel, tu rêves depuis longtemps d'être investisseur. Je sais, Michel, que tu rêves depuis longtemps de faire partie de cette grande famille de l'entreprise en France, de cette grande famille capitaliste qui fait que ce pays gagne. Et d'ailleurs, tu es du côté des gagnants, Michel, puisque tu as mis un petit capital de côté pour payer les études de tes petits-enfants. Et puis il y a ce petit logement que tu loues à Brive-la-Gaillarde. Mais ça ne suffit pas, Michel. Non, tu n'as pas passé le plafond de verre qui fait qu'aujourd'hui, tu pourrais faire partie de ces gagnants, de ces winners, de ces nouveaux seigneurs, finalement, du capitalisme mondial. Tu pourrais, Michel, jouer sur les marchés de New York, d'Amsterdam, de Londres, comme n'importe quel financier d'affaires, apporteur d'affaires. Je suis là pour t'aider, Michel. Tu vas devenir investisseur. Alors, il suffit de signer là. Voilà, tu me donnes 2000 €. Oui, 200 par mois. 2000 € là pour commencer. Oui, fais un prélèvement automatique. Voilà. Merci, Michel. Allez, on fait une visio à la fin de l'année pour faire le point sur les gains. Moi, je dis bravo. Pigeon.com, 3615 pigeons. Alors là, les mecs sont quand même les meilleurs. L'entourloupe 2.0, c'est génial. Et les mecs sont contents. Et, ça y est, je suis investisseur. Dis donc, t'as vu Mimine ? Je suis investisseur, ça y est. Ouais, ça y est, je joue sur les marchés financiers internationaux. Allez, je t'invite à l'hippopotamus, on va rigoler. Putain, ça me fout la barre. Bon, salut les amis, c'est bientôt fini. C'est la revue de presse du monde moderne, mais toute bonne chose a une fin. Alors, visiblement, pas les dividendes.
Ça, ils battent des records, encore de records, de records, de records. Le Covid a été la meilleure chose qui ait pu arriver aux marchés financiers internationaux. C'est du délire. Voilà, c'est délirant. Les dividendes s'envolent à des niveaux records. La reprise accélérée en sortie de crise, argent magique. Alors là, tu as Christine Lagarde à la BCE, hop, permanente, machin, c'est von der Leyen d'avant. Hein, tu vois, ils en ont pris une autre. Ouais. Pareil, hein, alors affaire tapis, collusion, conflit d'intérêts, tout qui va bien pour être une dirigeante internationale. Elle fait de l'argent magique pour les riches. Et elle dit, il ne faut surtout pas arrêter, parce que si jamais on arrêtait les banques, eh ben, elles arrêteraient. Donc du coup, tout le système de Ponzi s'écroulerait. Donc c'est elle, en fait, qui permet au système de Ponzi de marcher à blinde. Et donc, voilà, comment ça marche ? Plus tu as d'argent, de l'argent qui n'existe pas, de l'argent financé par nous, les impôts, puisqu'après, on va rembourser la dette. Voilà. Nous, on va devoir donner un rein pour que le mec s'achète un yacht de 150 mètres. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pas du tout d'accord avec ça. Donc, il y a une solution. Hein. Il y a bien sûr le Fourche 2022 pour le jardinage bio et éco-constructif. Il y a aussi le vote. Il y a plein de solutions. Hein. Et puis après, il faut faire des politiques pour taxer les riches, taxer la finance. Je vais faire de la SMR. Toute cette thune qui sert à rien, il faut la récupérer pour des services publics. Oui, c'est possible. Alors, le top 10. On parle de 400 milliards au troisième trimestre. Hein. Voilà, en milliards de dollars, hors dividendes extraordinaires, faut pas déconner. BHP Group, China Construction Bank, alors que Evergrande s'effondre. Hein. C'est pas grave, c'est de l'argent magique. Rio Tinto, la mine. Vale, Fortescue Metals Group, c'est la mine qui pousse tout ça. La mine, je vous ai dit, c'est l'avenir. J'en parlais hier dans la revue de presse. La mine. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, offrez-leur une pioche à Noël, un casque, une lampe, et apprenez-leur à creuser. Voilà, il faut qu'ils creusent dès le plus jeune âge, il faut qu'ils apprennent à faire des galeries qui tiennent. La mine, c'est l'avenir. Microsoft, ouais, quand même, China Mobile, Gazprom, AT&T et ExxonMobil. Et puis, on est maintenant à une estimation de 1480 milliards de dividendes qui vont être versés dans le monde. En 2009, on était à 700 milliards. Bon. Là, en 2019, avant le Covid, on était à 1400. Donc là, on est mieux qu'avant le Covid. On s'est remis mieux, on s'est remis bien. On s'en fout plein les fouilles comme jamais. C'est du délire. Je suis très heureux. Ça, c'est capitaliste. Donc, Michel, maintenant, vu que toi, tu es sur monpigeon.com, tu vas pouvoir en profiter à blinde, puisque tu vas être investisseur. Donc, tu vas pouvoir profiter de cette explosion des dividendes. Ah, excusez-moi, on frappe à la porte. C'est réalisé sans trucage. Je tiens à faire de la pub, de la promo, à remercier les mutins de Pangée. Et voilà, c'est livré direct à domicile. C'est le film Hacking Justice, voilà, sur Julian Assange. Il m'envoie le coffret DVD. C'est bien sûr le film sur Julian Assange, le combat du siècle pour la liberté d'informer. L'histoire de Julian Assange sur sa traque menée aux États-Unis. C'est un DVD, voilà, merci à eux. C'est les mutins de Pangée. Ils font un travail formidable de film. Et donc, il y a une sortie du film. Il y a plein de séances avec François Ruffin, avec David Dufresne, avec plein de gens extrêmement intéressants. Le père de Julian Assange était au Salon des lanceurs d'alerte ce samedi à la projection du film. Donc il y aura à l'espace Saint-Michel à partir de mercredi 17. Renseignez-vous, il faut voir ce film, Hacking Justice, pour comprendre la corruption généralisée qui règne, pour comprendre pourquoi dans une démocratie informer est vital et pour comprendre pourquoi c'est impossible finalement d'informer aujourd'hui. Donc merci aux mutins de Pangée. Vous pourrez aussi vous procurer Hacking Justice, le film, le combat pour la libération de Julian Assange. Et il y a également le livre qui raconte bien sûr son histoire, Wikileaks, la traque menée par l'État américain parce qu'il a osé révéler la corruption et le travail fait. Voilà, donc c'est réalisé sans trucage. Et ils ont un catalogue, les mutins de Pangée,
extraordinaires. Allez les voir hein, sur leurs réseaux sociaux. C'est une coopérative qui est indépendante depuis 2005. Voilà, ils ont Carbone 14, Chomsky, Défamation, Grand Puits et les Petites Victoires. Beaucoup de films sur les luttes sociales, beaucoup de films politiques. Je tiens à les remercier. Et j'espère que vous pourrez vous rendre aux projections. Sinon, renseignez-vous, trouvez-le. Il y aura des liens. Hacking Justice, Julian Assange, il est temps qu'il sorte de prison. C'est un prisonnier politique. Il n'y a rien d'autre à dire. Merci aux mutins et je vous souhaite une bonne journée sous vos applaudissements. C'était la revue de presse du monde moderne. On se retrouve demain, évidemment, à la même heure. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner sur nos réseaux sociaux, ici, via Prime et partout, à mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager auprès du plus grand nombre et à rappeler que tous les matins à 9h, ici, on se serre les coudes, on parle de la presse des oligarques, on se moque un peu d'eux, il faut dire, hein, qu'ils sont un peu... Bon, ils font rien pour qu'on fasse pas ça non plus. Et on garde le moral, parce que ça, c'est super important. Voilà, on garde le sourire, on garde le moral, parce que tout ça n'est qu'un songe. Shakespeare. Tout ça n'est qu'une grosse blague de LOL. Cartman. Tout ça, c'est n'importe quoi. Et on lutte. Allez, bonne journée, je vous embrasse et à demain. Ciao.